Ma famille m'a écarté du mariage de ma sœur, me disant fauteur de troubles. Mon père a prédit, jamais de mariage heureux. 3 semaines après, j'épousais un célèbre milliardaire de la tech. La une était spectaculaire. Mon téléphone a explosé, 55 appels manqués. J'étais à mi-chemin sur le pont de l'Alma quand mon téléphone a sonné. Le vrombissement de la circulation en cette fin de soirée m'enveloppait, les phares traçant des lignes lumineuses sur le pavé parisien humide. Le nom de Mamie Odette s'est affiché sur l'écran et, pendant une fraction de seconde, j'ai cru qu'elle appelait simplement pour prendre des nouvelles de ma semaine, comme elle le faisait toujours. J'ai appuyé sur le bouton vert et porté le téléphone à mon oreille. Sa voix tremblait, douce mais hésitante. « Comment te sens-tu, ma chérie ? Un peu mieux depuis le mariage ? » Mes mains se sont crispées si vite sur le volant que le cuir a grincé sous mes paumes. « Le mariage ?» ai-je demandé, la voix plus sèche que je ne l'aurais voulu. « Mamie, quel mariage ?» Silence. Juste le son de sa respiration changeante au bout du fil. Et puis les mots qui m'ont fendu en deux. « Ta sœur Amélie, elle s'est mariée le week-end dernier. Une grande cérémonie. Tout le monde était là. Tes parents m'ont dit que tu n'étais pas invité parce qu'ils ont dit que tu ferais des histoires. » Le pont est devenu flou un instant. Je n'entendais plus les klaxons derrière moi. Je ne sentais plus le mouvement de la voiture sous moi. Tout ce que j'entendais, c'était cette seule phrase qui martelait mon crâne. Ils ont dit que je ferais des histoires. Ma gorge me brûlait comme si quelque chose de pointu s'y était logé. Mamie, ai-je murmuré, mais le mot s'est brisé dans ma bouche. Je ne savais même pas. Elle a expiré un son qui ressemblait à une défaite et a murmuré qu'elle pensait que je méritais la vérité. Quand l'appel s'est terminé, je suis resté assise là, sur le siège conducteur, le monde extérieur continuant comme si rien n'avait changé, mais mon esprit était brisé en deux. Je me suis rangé sur le bas-côté, le cœur battant trop vite pour continuer à conduire. Les voitures passaient à toute vitesse, leurs pneus crachant de l'eau. Mais tout ce que je pouvais voir, c'étaient ces images que je n'avais même pas encore vues. Amélie dans sa robe de dentelle. Mes parents rayonnants, des coupes de champagne levées bien haut, et moi, effacé. Pas oublié, pas négligé, délibérément effacé. J'ai serré le volant jusqu'à ce que mes jointures blanchissent. Mes parents avaient toujours trouvé des moyens de me rabaisser, mais ceci était la preuve finale. Ils ne m'avaient pas seulement exclu d'un dîner ou d'une conversation. Ils m'avaient découpé d'un souvenir qui vivrait à jamais. Quand j'ai finalement réussi à redémarrer, mes yeux me piquaient tellement que je devais cligner des yeux à travers un voile de larmes et de feux arrière. Le temps d'arriver à mon appartement, les lumières de la ville semblaient plus froides que jamais. Je n'ai même pas pris la peine d'allumer la lampe. J'ai jeté mes clés sur le comptoir et je me suis effondré sur le canapé, mon téléphone encore lourd dans ma main. Instagram brillait dans l'obscurité. Mon doigt a hésité, tremblant, mais j'ai appuyé quand même. La première image m'a frappé comme une gifle. Amélie, sous un lustre de cristal, son voile descendant en cascade dans son dos, mon père à ses côtés, le torse bombé de fierté, ma mère portant les mains à ses lèvres, des larmes brillant comme si c'était l'apogée de sa vie. La légende disait « famille parfaite ». Je me suis mordu l'intérieur de la joue si fort que j'ai senti le goût du sang. Famille parfaite. Où étais-je dans cette perfection ? J'ai fait défiler. Des tables et des tables drapées de soie, des parents souriant à l'appareil photo. Des cousins que je n'avais pas vus depuis des années. Des voisins de Neuilly-sur-Seine qui me faisaient signe quand j'allais à l'école. Chaque visage familier. Chaque visage, sauf le mien. Il ne s'agissait pas seulement du mariage. C'était clair comme le sel de mes propres larmes qui me piquaient les lèvres. C'était la confirmation de ce que je savais depuis des années. Au plus profond de mon estomac, dans la famille Lefebvre, j'étais jetable. Des souvenirs que j'avais enfouis remontaient comme des fantômes dans le noir. Je me suis revu à 9 ans, debout à côté de mon père à la fête foraine. Amélie l'avait supplié de participer à un concours de minimis et il l'avait conduite à 2 villes de là, acclamant son nom si fort que les autres parents se retournaient pour regarder. Elle avait remporté la 2e place et il l'avait hissée sur ses épaules, proclamant qu'elle était destinée à de grandes choses. Ce matin-là, je tenais un ruban du concours d'orthographe. 1re place. Personne n'avait demandé. Personne n'avait applaudi. Au lycée, j'avais pris l'habitude de disparaître. Amélie flottait dans les couloirs,
populaire et admiré, le rire la suivant comme un parfum, tandis que je passais mes nuits à la bibliothèque, courant après les bonnes notes comme si c'était de l'oxygène. Quand ma lettre d'acceptation à la Sorbonne est arrivée avec une bourse complète, j'avais couru à la maison, le cœur battant à tout rompre, seulement pour entendre mon père marmonner « Bien pour toi », avant de se replonger dans la section des sports. Ma mère avait souri distraitement, me demandant si je serais à la maison le week-end pour conduire Amélie à ses répétitions. La douleur de ce moment ne m'a jamais quitté. Ni ce Thanksgiving où je me suis levé pour annoncer une promotion au travail, seulement pour que mon père me coupe la parole et félicite Amélie pour avoir décroché un nouveau client dans son agence de relations publiques. Les applaudissements qui avaient suivi m'avaient écrasé plus que le silence n'aurait jamais pu le faire. Maintenant, des années plus tard, assise seule dans mon appartement parisien, fixant la lueur des photos de la famille parfaite d'Amélie, je sentais ces mêmes applaudissements résonner à mes oreilles. Mais cette fois, ce n'était pas la tristesse qui me remplissait. C'était quelque chose de plus dur, de plus chaud. Ils m'avaient catalogué comme la faiseuse d'histoire. Ils avaient dit que je gâcherais la journée. Ils avaient dit que je n'avais pas ma place. Mes lèvres se sont tordues en un sourire amer, même si mes yeux brûlaient. Si c'était le rôle qu'ils voulaient que je joue, peut-être que je le jouerais, mais pas de la manière qu'ils attendaient. J'ai repoussé mon téléphone et pressé mon front dans mes mains. Les mots de mon père résonnaient des profondeurs de ma mémoire, des mots qu'il avait répétés à chaque occasion. Tu n'auras jamais un mariage heureux. Personne ne te supporterait. J'ai laissé la douleur persister une dernière inspiration, puis j'ai levé le regard vers la fenêtre sombre où mon reflet me fixait. La bague en diamant à ma main gauche a capté un éclat de lumière de la rue. La bague que personne dans ma famille n'avait même remarqué. Le secret sur lequel il ne s'était jamais soucié de poser des questions. Un rire, bas et sec, s'est échappé de mes lèvres. Ils m'avaient rayé de leur histoire. Très bien, mais la mienne n'était pas terminée. S'ils pensaient que je passerais ma vie effacée, ils n'avaient aucune idée de qui j'étais vraiment. La voix de mon père a de nouveau résonné dans mon crâne. Tu n'auras jamais un mariage heureux. Mais j'ai murmuré dans le silence de mon appartement. Une promesse à moi-même. Regarde-moi faire. La lumière matinale de Paris filtrait, pâle, à travers mes stores, donnant au mur de mon appartement un gris délavé. J'étais assise à la table de la cuisine avec une tasse de café qui refroidissait dans mes mains, mais mon estomac était trop noué pour avaler ne serait-ce qu'une gorgée. Mon téléphone était face contre le comptoir. Pourtant, je pouvais sentir son poids m'attirer, me défiant de vérifier à nouveau, de voir les photos sans fin d'un mariage auquel je n'avais jamais été invité. Je me suis dit de respirer, de passer à autre chose, mais la vérité brûlait trop fort. Ma sœur avait descendu une allée en dentelle et sous des lustres pendant que j'étais assise ici, invisible. Mes parents avaient applaudi, trinqué, souri pour des photographies qui vivraient à jamais. Pendant que j'étais cataloguée comme une faiseuse d'histoire, effacée de l'histoire. En fin d'après-midi, je ne supportais plus le silence. J'ai attrapé mes clés, enfilé un manteau et j'ai conduit. Mes jointures blanchissaient sur le volant alors que la silhouette de la ville défilait. Je n'avais même pas besoin de réfléchir à ma destination. Ma voiture connaissait le chemin. 15 minutes plus tard, j'entrais dans la longue allée circulaire de la maison de mes parents à Neuilly-sur-Seine. La maison avait l'air aussi impeccable que toujours, des étaillés et des volets blancs brillants comme si elle avait été mise en scène pour un magazine. Des pots de fleurs flanquaient le porche, et le heurtoir en laiton brillait comme de l'or dans la lumière hivernale. Elle avait l'air chaleureuse, accueillante, même si à l'intérieur je ne m'y étais jamais senti chez moi. La porte s'est ouverte après le deuxième coup de sonnette. Ma mère, Hélène, se tenait là dans un chemisier crème et un pantalon, un torchon drapé sur son épaule. Son sourire était forcé, le genre qu'elle utilisait à l'église quand elle voulait que les gens croient que tout allait bien. « Chloé » dit-elle doucement, presque surprise. « Qu'est-ce que tu fais ici » Je suis entré sans répondre, l'odeur familière d'ail et d'oignon flottant depuis la cuisine. Ma poitrine était serrée, mais ma voix est sortie stable. Pourquoi personne ne m'a dit qu'Amélie se mariait? Le torchon se tordit dans ses mains. Ses lèvres se sont entr'ouvertes, se sont refermées, puis se sont rouvertes. Ma chérie, nous pensions que tu ne voudrais pas être dans une si grande foule. Tu n'as jamais aimé ce genre d'événement. Un rire sec m'a échappé, résonnant dans le couloir. Vous avez décidé pour moi. Vous m'avez effacé parce que c'était plus facile que de me laisser exister dans votre petite image parfaite.
Des pas lourds ont retenti sur le parquet et mon père est apparu du salon. Charles Lefebvre, les lunettes perchées bas sur son nez, l'expression déjà dure comme de l'acier. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi élèves-tu la voix dans ma maison? Je me suis tourné vers lui, le souffle tremblant, mais mes mots féroces. Dis-moi pourquoi je n'ai pas été invité. Sa mâchoire s'est contractée. Il a jeté un regard à ma mère, puis de nouveau à moi, les yeux comme des lames. Tu veux la vérité? Parce que tu aurais tout gâché. Amélie méritait sa journée sans que tu fasses une scène. Nous devions la protéger, et protéger notre réputation. Le sol a semblé basculer sous moi. J'ai cligné des yeux, abasourdi, même si une partie de moi l'avait toujours su. Vous pensez que j'aurais tout gâché? Tout ce que je voulais, c'était être là. Je suis sa sœur. Ses lèvres se sont pressées en une ligne fine et dédaigneuse. Au club, à l'église, tout le monde sait à quel point tu es difficile. Nous ne pouvions pas prendre ce risque. J'ai reculé d'un pas, le souffle court. Mais avant que je puisse parler à nouveau, une voix a flotté, froide et désinvolte, depuis l'escalier. Honnêtement, c'était un soulagement de ne pas t'avoir là. Amélie descendait lentement, ses cheveux relevés en un chignon élégant, un cardigan en soie drapé sur ses épaules comme une couronne. Elle m'a toisé avec un sourire narquois qui suintait la satisfaction. Tu aurais rendu les choses gênantes. Tout le monde sait que tu ne t'intègres pas dans ce monde. Les mots ont tranché plus nettement que n'importe quel couteau. Ma poitrine s'est serrée alors que je la fixais. Cette fille avec qui j'avais autrefois construit des forts en couverture, à qui j'avais murmuré des secrets sous notre couette partagée. Maintenant, elle me regardait comme si j'étais une étrangère mendiant des miettes. Tu m'as exclu, ai-je murmuré, la gorge à vif. Tu t'es assuré que je ne sois même pas une pensée secondaire. Son sourire s'est courbé cruellement. C'était mieux comme ça. Le silence qui a suivi était lourd. Ma mère tordait le torchon dans ses mains, son regard allant de l'une à l'autre comme si elle voulait arrêter l'hémorragie mais ne savait pas comment. L'expression de mon père ne s'est pas adoucie une seule fois. Puis, comme pour enfoncer le couteau plus profondément, il a gloussé sous son souffle, secouant la tête comme si j'étais une enfant faisant une crise. Sois sérieuse, Chloé. Tu ne te marieras jamais. Ce n'est pas en toi. Les mots ont frappé avec la force d'un coup de poing. Pendant des années, j'avais avalé leurs affronts, me convainquant que si je réussissais plus, si je travaillais plus dur, ils me verraient peut-être. Mais c'était là, exposé, leur jugement final et impitoyable. Quelque chose en moi s'est calmé. Le tremblement dans mes mains s'est apaisé, mon dos s'est redressé, et ma voix est sortie calme, plus stable que je ne me sentais. Alors n'attendez pas d'invitation pour le mien. La pièce s'est figée. La bouche de ma mère s'est ouverte. Ses yeux étaient grands de choc. Le sourire narquois de mon père a vacillé, bien qu'il ait essayé de le masquer avec dédain. Amélie a cligné des yeux, sa suffisance se fissurant un instant avant de se durcir à nouveau. Je n'ai pas attendu leur réponse. J'ai tourné les talons, mes chaussures sonnant fort contre le parquet ciré, et j'ai ouvert la porte. Ma mère a appelé mon nom, doucement, presque suppliante, mais je ne me suis pas arrêté. L'air du soir a frappé mon visage, frais et pur comparé au poison à l'intérieur. J'ai descendu les marches du porche, la poitrine haletante. Derrière moi, un rire léger flottait de la maison, aussi tranchant et cruel que jamais. En glissant dans ma voiture, j'ai saisi le volant et fixé les fenêtres illuminées de la maison à laquelle je n'avais jamais appartenu. La lumière du Porsche brillait comme un phare pour tout le monde sauf moi. J'ai démarré le moteur, mon reflet pâle dans le rétroviseur, mais mes yeux étaient différents maintenant, plus durs, plus clairs. Pour la première fois depuis des années, j'ai vu de la détermination me fixer en retour. Le trajet de retour vers la ville s'est estompé dans les lumières des rues, mon cœur battant au rythme des pneus sur l'asphalte. Leurs mots résonnaient encore, tu ne te marieras jamais. Tu n'as pas ta place. Tu es une faiseuse d'histoire. Mais sous la douleur, quelque chose de féroce se déployait dans ma poitrine. J'ai baissé les yeux vers la bague en diamant, scintillant faiblement à mon doigt. Le seul secret qu'il n'avait jamais pris la peine de remarquer. Un sourire, amer et triomphant, s'est dessiné sur mes lèvres. Ils verront, ai-je murmuré dans la nuit. Ils verront à quel point ils avaient tort. De retour dans mon appartement, le silence m'oppressait comme un autre jeu de murs.
J'ai laissé tomber mes clés sur le comptoir et je me suis enfoncé dans le canapé, la bague à ma main gauche captant la faible lueur du lampadaire extérieur. Je l'ai tourné lentement, sentant le poids du diamant, la promesse qu'il contenait. Il n'avait même pas remarqué. Tous ces dîners, ces vacances, ces après-midi gênants, quand ma mère demandait si je voyais quelqu'un, et que j'en disais peu, la vérité était là, sur ma main, brillant à la vue de tous, et il ne s'en était jamais assez soucié pour regarder. J'ai penché ma tête en arrière contre les coussins, la poitrine douloureuse. Pendant des années, j'avais gardé Julien secret pour eux. Non pas parce que j'avais honte, mais parce que je savais comment ça se passerait. Moquerie, comparaison, une remarque cinglante pour me rappeler que je ne serais jamais Amélie. Mais maintenant, assise ici dans le noir, j'ai réalisé que j'en avais fini de me cacher. J'ai fermé les yeux, et le souvenir de ma première rencontre avec Julien est revenu comme un baume. 2e année à la Sorbonne. L'amphithéâtre était bondé de 200 étudiants, le professeur débitant des diapositives sur l'offre et la demande. Mon stylo crissait furieusement, désespéré de suivre, quand un bout de papier plié a atterri sur mon cahier. Surprise, je l'ai ouvert. Un graphique soigneusement dessiné me fixait, les lignes plus nettes que celles du projecteur. En bas, une note, on dirait que vous travaillez plus dur que le professeur. Je me suis retourné et il était là, un grand gars aux cheveux châtains et aux yeux verts perçants, me souriant comme si nous avions déjà partagé une blague. C'était Julien. Après ça, il semblait apparaître partout. Groupe d'études à la bibliothèque, pause café tardive, session de révision marathon avant les partiels. Il n'était pas comme les autres étudiants en finance qui se pavanaient grâce au nom de leur père. Il respectait le travail acharné. Il me respectait. Quand je lui ai parlé de la bourse qui m'avait amené ici, il n'a pas balayé ça d'un revers de main. Quand mes parents ont oublié d'appeler après que j'ai remporté un prix, il s'est présenté à ma chambre d'étudiant avec un plat d'un traiteur chinois et un sourire qui ne m'a jamais fait sentir petite. Des années plus tard, quand il m'a demandé de l'épouser, ce n'était pas dans une grande démonstration. Nous étions assis dans son appartement chic du Marais, une bouteille de vin à moitié vide entre nous. Il a tendu la main par-dessus le canapé, a glissé la bague à mon doigt, et a dit, « Chloé, je me fiche de ce que le monde pense. Je sais juste que je ne veux pas passer un autre jour sans toi. » Les larmes étaient venues vite, non pas de tristesse, mais de soulagement. Pour une fois, quelqu'un me voyait, non pas comme la faiseuse d'histoire de la famille, non pas comme l'ombre d'Amélie, mais comme quelqu'un qui valait la peine d'être choisi. Le bruit d'une clé dans la serrure m'a tiré de mes souvenirs. La porte s'est ouverte et Julien est entré, desserrant sa cravate, sa veste jetée sur une épaule. Ses yeux ont immédiatement trouvé les miens. En 2 enjambées, il était à côté de moi, écartant une mèche de cheveux de mon visage. « Journée difficile ?» a-t-il demandé doucement. J'ai laissé échapper un rire qui s'est brisé sur les bords. C'est une façon de le dire. Il s'est assis à côté de moi, son bras s'enroulant autour de mes épaules, m'ancrant. « Raconte-moi. » Les mots ont jailli plus vite que je ne l'aurais cru possible. L'appel tremblant de mamie, les photos en ligne. Les visages froids de mes parents. La déclaration cruelle de mon père que je n'aurais jamais un mariage heureux. Chaque phrase semblait être du verre quittant ma gorge. Quand j'ai eu fini, la pièce était lourde de silence, rompue seulement par le bourdonnement du réfrigérateur. Julien n'a pas interrompu. Il a juste tenu ma main, son pouce traçant des cercles sur ma peau, me laissant me défaire sans jugement. Finalement, il a parlé, la voix stable. Ils n'ont pas le droit de te définir. Ils ne l'ont jamais eu. Les larmes brûlaient derrière mes yeux, mais je ne les ai pas combattues. Je me suis appuyé contre lui, m'imprégnant de la chaleur de quelqu'un qui ne me voyait pas comme un fardeau. Pour eux, je ne suis rien, ai-je murmuré. Sa mâchoire s'est contractée. Il a levé ma main gauche, le diamant captant la faible lumière. Alors nous n'avons pas besoin d'eux. Quand le moment viendra, quand nous nous tiendrons devant les gens qui nous aiment, nous choisirons qui mérite d'être là. J'ai fixé la bague, la promesse qu'elle portait. Pendant des mois, je m'étais accroché à des bribes d'espoir que ma famille me verrait enfin. Mais ici, Julien m'offrait quelque chose de différent, la liberté. J'ai serré sa main, une étincelle de force naissant dans ma poitrine. Il a souri de ce sourire constant qui m'avait porté à travers chaque tempête et a embrassé le sommet de ma tête. Le reste de la soirée s'est passé dans un calme qui ne semblait pas lourd.
Nous avons commandé à dîner mais avons oublié de manger. Nous sommes restés assis avec la télévision murmurant en arrière-plan, son bras autour de moi, ma respiration ralentissant enfin. Le chaos de ma famille bourdonnait faiblement dans mon esprit, mais il ne semblait plus être le centre de mon monde. Plus tard, quand nous nous sommes couchés, ces mots ont rejoué dans ma tête. Nous choisirons. Pour la première fois, l'idée d'un mariage ne ressemblait pas à un rêve que je n'atteindrais jamais. C'était comme un vœu attendant d'être accompli, un jour où je me tiendrais droite et déciderais qui avait gagné le droit d'en être témoin. Et je savais sans aucun doute que certains visages ne seraient pas là. Le lendemain matin, la lumière du soleil inondait mon bureau au travail, se posant sur le bord de ma tasse de café et les coins des feuilles de calcul éparpillées devant moi. Mon équipe était regroupée autour de la table de conférence. Un client valant des millions d'euros menaçait de se retirer à moins que nous ne stabilisions son portefeuille avant la clôture du marché. Je me tenais à la tête de la table, ma voix stable alors que je leur expliquais une nouvelle stratégie, déplacer les ressources ici, couvrir l'exposition là, appeler le client directement pour les rassurer que nous étions déjà en train d'exécuter. Pendant 2 heures, j'ai commandé la salle, recalculant, dirigeant, calmant la panique. Et quand le marché a fermé, nous avions inversé la tendance. Le PDG, Michel Garnier, m'a intercepté dans le couloir alors que je quittais la salle de réunion. Grand, sévère, rarement enclin aux éloges. Il a posé une main sur mon épaule. C'était un leadership de manuel, Chloé. Vous nous avez tous évité un mal de tête. Continuez comme ça et je vois un avenir très clair pour vous ici. Ces mots ont allumé quelque chose en moi qui avait longtemps été affamé de reconnaissance offerte gratuitement. Je les remerciai, forçant ma voix à rester neutre. Mais à l'intérieur, une petite flamme de fierté brûlait. Pourtant, même dans cette victoire, j'ai pensé au dîner de famille à Neuilly. Chaque dimanche, j'essayais de partager des bribes de mon travail, seulement pour être interrompu par mon père avec un dédaigneux, assez parlé de feuilles de calcul. Laisse Amélie nous parler de son gala. Ma mère rayonnant, ma sœur souriant narquoisement, mes mots se réduisant au silence. Plus maintenant. Ce soir-là, en sortant du bureau dans l'air frais de Paris, j'ai pris mon téléphone. Le diamant a de nouveau scintillé, un rappel silencieux. Mes parents avaient peut-être ri. Mon père m'avait peut-être dit que je ne me marierais jamais, mais la vérité était déjà sur mon doigt. Il n'avait aucune idée de ce qui allait arriver. Je me suis arrêté sur le trottoir, la ville bourdonnant autour de moi, et j'ai murmuré dans le crépuscule. On verra bien qui aura le dernier mot. Le bureau sentait encore faiblement le café brûlé et l'encre d'imprimante quand je suis entré le lendemain matin, serrant mon sac d'ordinateur plus fort que d'habitude. Les conversations se sont tues à mon passage, non par manque de respect, mais parce que les murmures sur le mariage glamour d'Amélie avaient déjà atteint mes collègues. Je pouvais les entendre. Tu as vu les photos? Cette salle de bal était incroyable. J'ai baissé le regard, me forçant à entrer dans mon bureau d'angle avant que la bile ne me monte à la gorge. À 10 heures, je dirigeais une autre réunion de crise, une équipe d'analystes attendant mes directives. Leurs yeux passaient des écrans à mon visage, et pendant un moment, j'ai ressenti cette vieille douleur, cette facilité avec laquelle je pouvais commander le respect dans une salle de réunion, mais jamais à la table de mes parents. J'ai tracé des lignes sur le graphique, souligné les risques, donné des instructions. La confiance a inondé ma voix, même si j'étais vide à l'intérieur. Quand nous avons terminé, Michel, le PDG, est passé, me tapotant l'épaule. Excellent sang-froid, Chloé. Nous aurions été perdus sans vous. Ces mots m'ont réchauffé une seconde, mais une autre voix s'est immiscée dans ma tête. Celle de mon père, froide et définitive, tu n'auras jamais un mariage heureux. Je suis resté tard, contemplant le paysage urbain à travers les baies vitrées. C'est alors que j'ai vu une notification clignoter sur mon téléphone. Une publication Facebook de ma mère. La légende dégoulinait de suffisance. Cela brise le cœur d'un parent quand un enfant choisit la distance, mais parfois, pour le plus grand bien de la famille, nous devons laisser aller. Ma poitrine s'est serrée en faisant défiler. Des dizaines de commentaires s'alignaient en dessous, des femmes de l'église offrant des prières, des voisins gloussant de sympathie. Certains ont même ajouté leur propre coup de couteau. Elle a toujours semblé difficile. Pauvre Amélie. Elle mérite la paix. Mes doigts tremblaient sur l'écran. Il ne se contentait pas de m'effacer en privé. Il me peignait comme la méchante en plein jour.
Ma gorge brûlait d'humiliation, puis de rage. Ce soir-là, je me suis retrouvé dans l'appartement de Julien, la ligne d'horizon scintillant derrière lui alors qu'il versait 2 verres de vin. J'ai poussé le téléphone sur le comptoir vers lui. Il a parcouru la publication, sa mâchoire se contractant, ses yeux verts s'assombrissant. « Ils veulent faire de toi le bouc émissaire », a-t-il dit. « Mais tu n'as pas à te battre à leur manière. » Qu'est-ce que je suis censé faire? Ma voix s'est brisée. Rester silencieuse pendant qu'il me crucifie? Il a posé le verre et m'a attiré près de lui. Parfois, la meilleure vengeance n'est pas de crier plus fort. C'est de vivre si bien qu'ils s'étouffent avec leurs propres mensonges. Son calme m'a stabilisé, mais à l'intérieur, je tremblais encore. Pour une fois, cependant, je l'ai cru. 2 nuits plus tard, il m'a emmené à Cannes pour rencontrer son père. Le domaine des Rousseau ressemblait plus à un musée qu'à une maison, des arches en pierre, des pelouses tentaculaires, une fontaine à l'entrée scintillant sous le clair de lune. À l'intérieur, William Rousseau m'a serré la main fermement, les yeux aussi vifs que ceux de son fils, mais plus âgé, mesuré. Nous nous sommes assis dans un bureau tapissé de livres reliés en cuir. « Je vais être direct », dit-il en joignant les mains. « Julien me dit que votre famille est compliquée. » J'ai ri amèrement. C'est une façon de le dire. Son regard a tenu le mien, stable, sans ciller. Alors dites-moi, Chloé, les voulez-vous à votre mariage? La question m'a prise au dépourvu. Mon souffle s'est bloqué dans ma poitrine. Un instant, j'ai vu le sourire narquois de mon père, je l'ai entendu déclarer que je ne me marierai jamais. J'ai vu ma mère transformer la vérité en performance, ma sœur souriant narquoisement en posant en soi. Non, ai-je dit finalement, ma voix ferme même si mes mains tremblaient sur mes genoux. Il ne mérite pas cette place. William s'est penché en arrière, un lent sourire se formant. Bien. Parce que le moment venu, je veux que vous descendiez cette allée en sachant que vous avez choisi qui se tenait à vos côtés. Et vous aurez le soutien total de cette famille pour que cela se produise. Quelque chose s'est détendu dans ma poitrine, fragile mais réel. Un sentiment d'être ancré, choisi non par obligation, mais par respect. De retour à Paris quelques jours plus tard, j'étais assise à ma propre table de cuisine. Des enveloppes étalées devant moi. Les noms que j'aimais coulaient facilement de mon stylo. Mamie Odette, tante Marguerite, les cousines qui m'avaient glissé des mots secrets d'encouragement lors des dîners de fête. Mais quand j'ai cherché les noms de mes parents, ma main s'est figée. Le stylo a hésité, puis s'est immobilisé. Lentement, je l'ai reposé. L'espace sur l'enveloppe est resté vide. Alors que je fixais l'endroit vide où leur nom aurait pu être, mon téléphone a vibré. Un SMS de mon père. Tu peux jouer à la poupée tant que tu veux. Personne ne se souciera de ton petit mariage. Mes doigts tremblaient, mais un rire a jailli, sec et instable. J'ai refermé le téléphone, faisant glisser l'enveloppe. Mon cœur battait la chamade, mais le tremblement dans mes mains ressemblait moins à de la peur qu'à du feu. Debout près de la fenêtre, les lumières de la ville clignotant contre l'obscurité, j'ai murmuré au verre, au fantôme de sa voix dans ma tête. Tu verras. Le diamant à mon doigt a jeté un éclat dans le reflet, brillant et provocateur. La lumière du matin inondait les stores de l'appartement de Julien, se posant sur l'enveloppe ivoire étalée sur la table à manger. J'étais assise là, en robe de chambre, un stylo à la main, l'estomac noué, tandis que j'écrivais les noms des personnes qui comptaient vraiment. Mamie Odette, tante Marguerite, mes cousines Émilie et Clémence, quelques amis du travail qui m'avaient soutenu à travers chaque tempête. L'encre coulait, douce et dorée, sur le papier épais. Mais quand j'ai atteint les enveloppes destinées à mes parents et à Amélie, ma main s'est figée. Le silence était lourd. J'ai posé le stylo et laissé l'espace vide. Ce n'était pas un accident. C'était un choix. La porte s'est ouverte derrière moi. Julien, de retour avec 2 cafés du bistrot d'en bas. Il en a posé un à côté de mon coude, a embrassé le sommet de ma tête et a jeté un œil aux enveloppes. C'est tout. C'est tout, ai-je dit, la voix plus ferme que je ne l'attendais. Il a souri, sans pitié, sans questionner, juste stable. Bien. Alors nous pouvons nous concentrer sur ceux qui célébreront vraiment avec nous. À midi, nous étions dans le vignoble de Bordeaux. Julien avait insisté pour que je voie le château que son père avait offert pour notre mariage. Un domaine tentaculaire entouré de rangées de vignes,
avec des murs en pierre blanche et des jardins débordant de roses. Au moment où je suis sorti de la voiture, l'air était épais de lavande et de soleil chaud. Ma poitrine s'est serrée. C'était comme entrer dans un rêve que je n'avais jamais pensé être autorisé à avoir. À l'intérieur, une organisatrice de mariage nous a guidés à travers de vastes salles bordées de lustres et d'arches. Elle parlait de plans de table et d'arrangements floraux, mais tout ce que j'entendais était l'écho de la voix de mon père. Personne ne se souciera de ton petit mariage. J'ai regardé les sols en marbre, la terrasse surplombant les vignes à perte de vue, la salle de bal brillant d'une lumière dorée, et j'ai murmuré dans ma tête, il avait tort. Tellement tort. Plus tard cet après-midi-là, je me tenais sur une estrade dans une boutique, enveloppée dans des couches de dentelle ivoire. La robe m'allait comme si elle m'avait attendu depuis toujours. Je me suis regardé dans le miroir, m'attendant à voir la fille invisible de chaque réunion de famille, celle qui avait été reléguée à l'arrière-plan. Au lieu de cela, une femme me regardait en retour, forte, lumineuse, sans peur. Émilie et Clémence, qui avaient pris l'avion pour aider, ont applaudi, poussant des cris de joie. « Tu ressembles à une reine », a haleté Clémence. Émilie s'est essuyé les yeux, secouant la tête. Enfin, Chloé. Enfin, ils ne pourront plus te cacher. Ma gorge s'est nouée. Pour une fois, j'ai laissé les larmes couler. Non pas pour ce que j'avais perdu, mais pour ce que j'avais enfin trouvé. Ce soir-là, en rentrant, mon téléphone a vibré avec un message d'une cousine éloignée. Ta mère est dévastée de ne pas avoir reçu son invitation. Es-tu sûr de vouloir lui faire ça? J'ai fixé l'écran, la colère montant en moi. Lui faire ça? Elle m'avait effacé du mariage d'Amélie sans hésitation. Pourtant, c'est moi qu'on accusait de cruauté pour avoir choisi ma propre paix. Julien a vu mon visage, a délicatement pris le téléphone de ma main, et a lu le message, sa mâchoire se contractant. Ils présenteront les choses comme ça les arrange. Mais souviens-toi, c'est ta journée. Tu ne leur dois rien. Ces mots m'ont stabilisé, bien que la blessure palpitait encore. J'ai pensé aux années que j'avais passées à me plier en quatre, essayant de gagner leur approbation. Maintenant, ils exigeaient d'être inclus, non par amour, mais pour les apparences, et je disais enfin non. Quelques jours plus tard, les appels ont commencé. La voix de mon père, sèche et autoritaire. Cette famille doit être unie. Sais-tu ce que les gens disent? Si tu as un peu de bon sens, tu nous laisseras venir. C'est plus grand que toi. J'ai serré le téléphone plus fort contre mon oreille, ma voix stable. Ce n'est pas plus grand que moi, papa. C'est à moi. Il y a eu une pause, puis son rire, froid, dédaigneux. Tu crois vraiment que quelqu'un s'en soucie? Le mariage de ta sœur était l'événement de l'année. Le tien sera une note de bas de page, s'il est même remarqué. Ma poitrine s'est contractée, mais je ne l'ai pas laissé l'entendre. On verra bien, ai-je dit, et j'ai raccroché. Ce soir-là, comme si l'univers m'avait entendu, un appel est venu d'un journaliste du magazine Le Monde Numérique. Il voulait faire un reportage sur les innovations de Julien et, pour la première fois, présenter la fiancée derrière l'homme. Mon estomac s'est noué. Je savais ce que cela signifiait. Mon visage, mon histoire, seraient exposés. Ma famille ne pourrait plus prétendre que j'étais invisible. Quand je l'ai dit à Julien, il m'a regardé avec ce feu constant dans les yeux. Tu n'as plus à te cacher, Chloé. Laisse-les te voir. Laisse le monde voir la vérité. Je suis resté éveillé cette nuit-là, fixant le plafond, mon esprit partagé entre la peur et l'exaltation. Si je sortais de l'ombre, il n'y aurait pas de retour en arrière. Mais peut-être que c'était le but. Le lendemain matin, alors que la ville s'éveillait derrière ma fenêtre, j'ai pris mon journal et j'ai écrit une seule ligne sur la page. La justice ne vient pas en leur faisant plaisir. Elle vient en vivant librement. Au moment où l'encre séchait, mon téléphone a de nouveau vibré. Un SMS de ma mère. Si tu oses nous humilier, tu le regretteras. Ma main tremblait. Mais j'ai posé le téléphone face contre table. Pour une fois, je n'ai pas ressenti de peur. J'ai ressenti du feu. J'ai regardé la bague à mon doigt, la lumière la captant comme une étincelle, et j'ai murmuré à la pièce vide, non, cette fois, ce sera vous qui le regretterez. L'email est arrivé juste après le déjeuner, enfoui entre des rapports financiers et des mises à jour de clients.
Je l'ai presque manqué jusqu'à ce que l'objet attire mon attention. Demande de reportage, Le Monde numérique. Mon pouce est accéléré en l'ouvrant. Les mots dansaient devant moi. Nous aimerions faire le portrait de Julien Rousseau et de sa fiancée pour un article de couverture exclusif. Un instant, je suis resté là, à fixer l'écran, mon café refroidissant sur le bureau. Moi, la fille que ma famille avait étiquetée comme une faiseuse d'histoire, effacée d'un mariage comme si j'étais une honte, maintenant invitée à faire la une avec un homme que l'industrie appelait un visionnaire. J'ai fermé la porte de mon bureau, me suis adossé contre elle, et j'ai laissé échapper un souffle tremblant. Ce soir-là, Julien m'a trouvé à la table de la cuisine, l'email toujours ouvert sur mon ordinateur portable. Il l'a parcouru rapidement, puis m'a regardé avec un sourire plein d'encouragement. « C'est ça, Chloé. Tu mérites d'être vue. » Mes mains se sont tordues. Mais ils diront que je t'utilise. Ils déformeront tout. Ma mère a déjà convaincu la moitié du quartier que je suis égoïste. Julien m'a prise dans ses bras, relevant mon menton jusqu'à ce que je n'ai d'autre choix que de croiser son regard. Laisse-les faire. Tu as vécu trop longtemps sous leur version de toi. Maintenant, le monde va voir la vérité. 2 semaines plus tard, nous nous tenions sur les marches en pierre du château Rousseau à Bordeaux, les appareils photo crépitant dans toutes les directions. Des stylistes ajustaient mes cheveux, épinglaient la robe de soie à ma taille, et me plaçaient à côté de Julien tandis que le photographe aboyait des instructions. L'odeur des roses flottait dans l'air, le vignoble s'étendant, vert et infini, derrière nous. « Parfait, Chloé », dit le photographe en baissant son appareil. « Vous avez le genre de visage qui raconte une histoire. Ne vous en cachez pas. » Pour une fois, je n'en avais pas envie. Lors de l'interview, la journaliste a posé des questions sur les innovations de Julien, la trajectoire de son entreprise, sa vision pour l'avenir. Puis son regard s'est tourné vers moi. « Et vous, Chloé ? Comment cela a-t-il été de se tenir à ses côtés à travers tout cela ?» J'ai hésité, mais la main de Julien a serré la mienne. Ma voix s'est stabilisée. Je sais ce que c'est d'être négligé, rejeté. Mais Julien ne m'a jamais laissé me sentir petite. Il m'a vu, et ensemble, nous avons construit quelque chose que personne ne peut effacer. Les yeux de la journaliste se sont adoucis tandis qu'elle griffonnait des notes. C'est puissant. À la fin de la séance photo, j'étais épuisée, mais légère. Pour une fois, je n'étais pas invisible. Mais mon téléphone racontait une autre histoire. Les notifications s'empilaient. Des dizaines de SMS, d'appels manqués. Quand j'ai ouvert le premier, c'était de ma mère. « Qu'est-ce que tu fais à te pavaner dans la presse ? Tu humilies cette famille. Rentre à la maison et arrête cette folie. » J'ai fait défiler. Un autre de mon père. « Tu crois pouvoir tromper les gens, mais personne ne se souciera de toi. Tu n'auras jamais un mariage heureux, Chloé. Retiens bien mes mots. » J'ai fixé l'écran jusqu'à ce que les lettres se brouillent. La même phrase qu'il m'avait crachée au visage des semaines plus tôt, maintenant ressuscitée en noir et blanc. Ma gorge s'est nouée, mais j'ai senti la main de Julien dans mon dos, m'ancrant. « Ils verront bien assez tôt », a-t-il dit doucement. Le magazine est sorti le lundi suivant. Notre photo dominait la couverture. Julien, élégant dans un costume bleu marine. Moi, dans une robe ivoire, les yeux rivés l'un sur l'autre sous le titre « La fiancée secrète du visionnaire de la tech Julien Rousseau ». Internet s'est enflammé en quelques heures. Des articles disséquaient mon passé. Les spéculations allaient bon train. Les commentaires affluaient. Certains me louaient. « Elle est magnifique. Elle a l'air forte, enfin quelqu'un d'authentique. » D'autres étaient cruels. Croqueuse de diamants. Faiseuse d'histoires déguisées. Mais j'ai continué à faire défiler, mon cœur battant à tout rompre, car sous le bruit se trouvait la vérité. Je n'étais plus invisible. Le soir, une autre tempête a éclaté. Ma cousine m'a envoyé une capture d'écran de la dernière publication Facebook de ma mère. En tant que parents, nous ne pouvons que prier pour notre fille Chloé, qui a choisi de s'éloigner de nous. Nous l'aimons, mais elle insiste pour créer des histoires. Pourtant, nous pardonnons. Pardonner ? Le mot m'a presque étouffé. Il m'avait si parfaitement peinte en méchante, se pavanant maintenant en saint devant un public qui ne savait rien. Mais cette fois, les commentaires n'ont pas afflué en leur faveur.
Ne l'avez-vous pas exclue du mariage d'Amélie? Si vous l'aimiez, pourquoi n'était-elle pas là? Le vent tournait. Plus tard cette nuit-là, blotti sur le canapé avec Julien, j'ai regardé la télévision rediffuser des extraits de nous à la séance photo, nos sourires figés à l'écran. La voix du présentateur flottait sur les images. La Parisienne Chloé Lefebvre, autrefois une figure discrète, entre maintenant sous les feux des projecteurs en tant que fiancée du milliardaire Julien Rousseau. Le téléphone a de nouveau vibré. J'ai jeté un œil. 55 appels manqués. Mère, père, Amélie, leurs noms empilés les uns après les autres, implacables. J'ai posé le téléphone face contre la table, ma poitrine se soulevant et s'abaissant avec une régularité que je n'avais pas ressentie depuis des années. Ils peuvent appeler tant qu'ils veulent, ai-je murmuré. Mais je ne réponds pas. Pas cette fois. Julien m'a attiré près de lui, sa voix basse à mon oreille. Parce que maintenant, Chloé, c'est ton histoire, pas la leur. Le diamant à mon doigt a capté la lumière de la télévision, scintillant comme une promesse, et je me suis permis de le croire. Le matin après la parution du magazine, mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer. Email, SMS, demande d'interview, tout le monde voulait un morceau de l'histoire. Mais enfoui sous le déluge se trouvait un message qui m'a tordu l'estomac. Chloé, il faut qu'on parle. Retrouve-moi au café sur la 5e. Amélie. Je l'ai fixé un long moment, le pouce hésitant. Ma sœur, la même qui avait souri pendant qu'on m'effaçait de son mariage, voulait maintenant parler. Contre toute logique, qui me hurlait de l'ignorer, j'ai tapé un seul mot, d'accord. Le café était à moitié vide quand je suis entré. Le sifflement des machines à expresso remplissait le silence. Amélie était assise près de la fenêtre dans un manteau camel, un sac de créateur affalé contre sa chaise. Pour une fois, elle n'avait pas l'air impeccable. Ses cheveux étaient lâches, ses yeux cernés par la fatigue. Elle n'a pas perdu de temps. Tu as fait sensation. Je me suis glissé sur le siège en face d'elle, croisant les bras. C'est un mot pour le dire. Son regard s'est tourné nerveusement vers le barista avant qu'elle ne se penche. Écoute, la famille a des difficultés. Papa a été acculé au club. Les investisseurs murmurent. Et la start-up de Daniel. Elle s'est interrompue, se mordant la lèvre. Ce n'est pas bon. Ma poitrine s'est serrée. Bien sûr. C'est donc pour ça que tu m'as demandé de venir. Pas parce que tu te souvenais soudainement que tu avais une sœur. Amélie a tressailli. Chloé, ce n'est pas comme ça. Tu ne comprends pas la pression. Nous pensions. Tu pensais que m'exclure rendrait tout plus facile, ai-je lancé. Et maintenant que vous vous noyez, je suis soudainement utile. Elle a dégluti difficilement, les yeux brillants. Si tu pouvais juste parler à Julien ou à son père. Une seule introduction pourrait nous sauver. Je l'ai regardée, stupéfaite par son audace. Tu m'as effacé de ta vie, de ton mariage parfait, et maintenant tu veux que je nettoie tes dégâts. Sa voix s'est brisée. Je dirai à maman et papa de reculer. Je les forcerai à s'excuser. S'il te plaît, aide-nous. Je me suis penché en arrière, un rire amer s'échappant. Des excuses en échange d'un sauvetage financier. Ce n'est pas une famille, Amélie. C'est une transaction commerciale. Ses épaules se sont affaissées, la suffisance qui définissait autrefois son visage remplacé par le désespoir. Mais mon esprit est revenu à cette nuit chez eux. Ces mots froids. C'était mieux comme ça. Je ne l'oublierai jamais. Je me suis levé, enfilant mon manteau. Tu voulais un monde sans moi. Félicitations. Vis dedans. Ses lèvres se sont entr'ouvertes, mais aucun son n'est sorti. Je suis parti, la laissant avec son latin intact et son empire qui s'effondrait. De retour à mon appartement, les appels manqués de mes parents s'empilaient comme une tour de fantômes. Le message vocal de mon père était sec, tranchant. Chloé, ça a assez duré. Arrête de nous embarrasser. Laisse-nous assister à ton mariage et nous pourrons restaurer le nom de la famille. Celui de ma mère suivait, son ton dégoulinant de douceur. Ma chérie, réfléchis bien. Tout sera plus facile si tu nous laisses entrer. Les familles guérissent. Souviens-toi de ça. J'ai appuyé sur supprimer pour chacun d'eux. La gorge nouée. Les familles guérissent.
Est-ce que les familles effacent une fille pour en célébrer une autre? Est-ce qu'elle rit en la traitant de faiseuse d'histoire? Ce soir-là, Julien est rentré pour me trouver faisant les 100 pas dans le salon. Ils n'arrêteront pas, lui ai-je dit. D'abord Amélie, maintenant mes parents. Tout ce qu'ils voient, c'est un moyen de pression, pas moi. Il m'a prise dans ses bras. Alors dis non. Tu ne leur dois rien. Je sais, ai-je murmuré, la voix tremblante. Mais une partie de moi veut toujours qu'ils me veuillent pour moi. Julien a relevé mon menton, ses yeux brûlants d'une flamme constante. Chloé, ils ne le feront jamais. Mais tu as construit quelque chose de plus fort avec moi, avec les gens qui t'ont choisi. C'est ça qui compte. Le week-end suivant, nous avons assisté à un dîner de charité au cœur de Paris. La salle de bal bourdonnait de conversations, les verres en cristal tintant. En entrant, les appareils photos ont crépité et la voix de l'annonceur s'est élevée, « Veuillez accueillir Julien Rousseau et sa fiancée, Chloé Lefebvre. » J'ai souri, marchant fièrement à ses côtés. Pour une fois, l'attention ne m'a pas étouffé. Elle semblait méritée. Mais au milieu de la soirée, je les ai repérés. Mes parents, assis à une table de l'autre côté de la salle, les yeux fixés sur moi. Le sourire de ma mère était crispé, la mâchoire de mon père serrée. Amélie était assise entre eux, pâle, son regard fuyant nerveusement. Pendant l'entracte, ils m'ont acculé dans le couloir près des toilettes. La voix de mon père était basse mais urgente. « Chloé, écoute. La presse nous fait passer pour des monstres. Si tu ne veux pas te réconcilier par amour, pense au moins à la réputation de la famille. Laisse-nous être à tes côtés à ton mariage. C'est tout ce que nous demandons. » Je l'ai regardé fixement. Le même homme qui s'était un jour moqué de moi et m'avait dit que personne ne m'épouserait jamais. C'est tout ce que vous demandez? Vous voulez que je répare votre image? Pas ma vie, pas mon cœur, votre image. Ses narines se sont dilatées. Tu es déraisonnable. Non, ai-je dit, ma voix calme et tranchante. Je suis enfin clair. Ma mère a touché mon bras, ses yeux brillants. Chloé, s'il te plaît. Les gens pardonneront si tu nous laisses montrer que nous sommes unis. Tu le regretteras si tu nous exclus. J'ai doucement retiré sa main. J'ai déjà regretté beaucoup de choses, mais plus maintenant. J'ai tourné les talons, qui claquaient contre le marbre, les laissant stupéfaits dans le couloir. Quand je suis retourné dans la salle de bal, Julien attendait. Il a lu la tempête sur mon visage sans poser de questions et a simplement pris ma main. Alors que la musique enflait, il a murmuré, « Tu l'as fait. Tu n'as pas flanché. » Je me suis serré contre lui, ma poitrine se soulevant régulièrement pour la première fois depuis des jours. La vérité était indéniable. Ils avaient besoin de moi maintenant plus que je n'avais jamais eu besoin d'eux. Plus tard cette nuit-là, de retour à la maison, j'ai posé mon téléphone sur la table et je les regardais s'allumer encore et encore avec leurs appels désespérés. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai murmuré à la fenêtre sombre. 30 ans à être leur pensée secondaire, et seulement 3 semaines pour inverser la tendance. Ce n'est que le début. La ville brillait à l'extérieur, vivante de possibilités, et pour une fois, je me sentais vivante avec elle. La nuit du Galatec de Paris est arrivée avec un froid qui balayait les quais de Seine. Des projecteurs balayaient le ciel au-dessus du centre de congrès en verre, et des voitures de luxe arrivaient les unes après les autres, déversant l'élite la plus raffinée de la ville. La main de Julien reposait sur la mienne lorsque notre chauffeur a ouvert la portière. Le son des déclics d'appareils photo a été immédiat, une rafale de flash crépitant dans l'air froid. Monsieur Rousseau, mademoiselle Lefebvre, par ici, a appelé un photographe, sa voix engloutie par le bourdonnement grandissant. J'ai marché sur le tapis, ma robe bleu nuit captant la lumière. Mes talons claquaient contre la pierre, chaque pas délibéré. Julien s'est penché, murmurant, « Tu vas gérer. » J'ai hoché la tête, bien que mon pouls battait la chamade. À l'intérieur, la salle de bal brillait sous des lustres de cristal, les tables dressées de nappes ivoire et garnies d'or. L'air sentait le champagne et les roses. Des murmures nous ont suivis alors que nous nous dirigions vers l'avant, où la voix de l'annonceur s'est élevée. Veuillez accueillir notre invité spécial, Julien Rousseau, et sa fiancée, Chloé Lefebvre. Les applaudissements ont balayé la salle. Pour une fois, les yeux sur moi ne semblaient pas dédaigneux. Ils étaient attentifs, curieux, peut-être même admiratifs.
Mais c'est là que je les ai vus. À une table près de la scène se trouvaient mes parents, leur posture rigide, les visages tendus par un calme forcé, et à côté d'eux, Amélie dans une robe de soie pâle, les lèvres courbées en un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. La vue m'a coupé le souffle. Je me suis forcé à regarder devant moi, à m'asseoir à la table assignée à Julien et moi, mais leur présence me brûlait la peau. Au milieu de la soirée, alors que Julien se levait pour parler d'innovation et de philanthropie, ma mère s'est approchée de moi. Elle tenait une flûte de champagne, son sourire assez éclatant pour aveugler. Les caméras ont pivoté. Chloé, a-t-elle roucoulé en saisissant ma main. Ma chérie, quel plaisir de te voir. Sa poigne était serrée, ses jointures pâles. Je me suis penché, la voix basse et sèche. Ne fais pas ça. Pas ici. Elle a incliné la tête, les yeux brillants. Tu vas tout gâcher si tu te retires. Souris pour les caméras. Ma poitrine s'est serrée, mais j'ai arraché ma main. Vous avez déjà tout gâché, ai-je dit, juste assez fort pour qu'elle l'entende. Une lueur de panique a traversé son visage. Mais avant qu'elle ne puisse répondre, mon père s'est matérialisé. Sa voix était un sifflement. Tu nous ridiculises. Veux-tu que le monde pense que tu as abandonné ta famille? Je l'ai regardé droit dans les yeux, ma voix stable. Je n'ai abandonné personne. Vous m'avez abandonné bien avant ça. Avant que l'un d'eux ne puisse répondre, un journaliste est apparu, un carnet à la main. Excusez-moi, Chloé, juste une question. Est-il vrai que vos parents n'assisteront pas à votre mariage? Les lumières semblaient devenir plus chaudes. Les conversations se sont tues autour de nous. La main de ma mère a de nouveau tressailli vers la mienne, mais j'ai fait un pas en avant. Mon mariage est une question d'amour et de soutien. Seuls ceux qui nous souhaitent sincèrement le bonheur seront là. Un murmure a balayé la salle. Quelques personnes ont même applaudi doucement. Le visage de mon père s'est empourpré. Le sourire de ma mère a tremblé comme du verre sur le point de se briser. Amélie s'est soudainement levée de leur table, glissant vers nous, sa robe murmurant sur le sol. « Excusez-moi, dit-elle doucement, s'adressant à la foule. Ma sœur peut être sensible. Mais notre famille l'aime. Nous l'avons toujours aimée. Quelque chose en moi a craqué. L'amour, ai-je dit, ma voix sonnant plus fort que je ne l'avais prévu. C'est ce que vous appelez m'effacer de votre mariage, sourire pendant que toute la famille trinquait et prétendait que je n'existais pas? Des halètements ont parcouru la salle de bal. Le sourire d'Amélie a vacillé, puis est revenu, fragile. Tu ne comprends pas. Non, les jeux coupés. Je comprends parfaitement. Vous vouliez une image parfaite sans moi. Eh bien, maintenant l'image a changé. Le maître de cérémonie s'est empressé de ramener l'attention sur le programme, mais les murmures se sont répandus comme une traînée de poudre. Des téléphones se sont levés, capturant chaque sourire étrange, chaque mot cinglant. Mes parents se sont retirés vers leur table, les visages figés, tandis qu'Amélie est restée immobile, les yeux écarquillés, avant de tourner brusquement les talons. Quand Julien est revenu à mes côtés, les applaudissements de son discours résonnant encore faiblement. Il a lu mon expression instantanément. Il a passé un bras autour de ma taille et a murmuré, « Tu as tenu bon ». Nous avons quitté le galato, glissant dans la voiture alors que le bourdonnement de la foule nous suivait. Mon téléphone s'est allumé de notifications avant même que nous n'atteignions le périphérique. Les gros titres tournaient déjà en ligne. Le fossé de la famille Lefebvre éclate au Galatec. La future mariée Chloé Lefebvre brise le silence. Je me suis penché en arrière contre le siège, le souffle court, le cœur battant. Pendant des années, j'avais avalé mes mots, tenu ma langue, maintenu la paix à mes dépens. Mais ce soir, j'avais dit ce qui devait être dit, à voix haute, devant le monde entier. Julien a serré ma main. Il ne s'attendait pas à ce que tu te relèves. C'est pour ça qu'il panique. Je me suis tourné vers la fenêtre. Les lumières de Paris scintillant sur la Seine. Mon reflet me fixait, les yeux vifs, plus hantés. Ils ont essayé de m'effacer, ai-je murmuré, la voix stable maintenant. Mais maintenant, le monde me voit, et je ne disparaîtrai plus. Les nouvelles du gala se sont propagées plus vite que je n'aurais pu l'imaginer. Au lever du soleil le lendemain matin, les gros titres inondaient tous les flux. La mariée et faiseuse d'histoire confronte sa famille au gala de Paris.
Chloé Lefebvre brise le silence sur sa rupture familiale. Ma photo, le menton levé, les yeux flamboyants, était placardée sur des sites d'information qui n'avaient jamais prononcé mon nom auparavant. Mais je n'étais pas la seule sous les feux des projecteurs. L'entreprise de mon père a été entraînée dans la tourmente. Les commentateurs remettaient en question son leadership, murmuraient sur son hypocrisie. S'il ne peut pas gérer sa propre famille, a écrit un chroniqueur, comment peut-il gérer des partenariats de plusieurs millions d'euros? À midi, un investisseur s'était retiré, citant l'instabilité de sa réputation. Au bureau, les chuchotements me suivaient, mais cette fois, ils n'étaient pas apitoyés. Une collègue s'est penchée alors que je me versais un café. Tu sais, Chloé, je pense que tu as été courageuse. Beaucoup d'entre nous ont vu cet extrait. Elle m'a fait un signe de tête qui pesait plus lourd que des applaudissements. Le respect. La chose que j'avais poursuivie toute ma vie était enfin mienne, sans qu'il ne me l'accorde. Ce soir-là, j'étais assise sur mon balcon, la silhouette de Paris brillant comme des lucioles sur l'eau, quand mon téléphone a sonné. Amélie. J'ai failli laisser tomber sur la messagerie, mais la curiosité l'a emporté. Sa voix s'est brisée dès que j'ai répondu. Chloé, s'il te plaît. Il faut qu'on se voie. C'est grave. Tout s'effondre. Contre mon meilleur jugement, j'ai accepté. Le café était sombre, rempli de l'odeur de grains brûlés et de vieux bois. Amélie était assise dans le coin, pâle sous la lumière jaune, ses mains serrées autour d'un gobelet en carton qu'elle n'avait pas touché. Quand elle a levé les yeux, ils étaient gonflés, son eyeliner maculé. Merci d'être venu, a-t-elle murmuré. Je me suis glissé sur la chaise en face, croisant les bras. Dis ce que tu as à dire. Ses lèvres tremblaient. La start-up de Daniel. Elle s'effondre. Les investisseurs se retirent. Nous sommes noyés sous les dettes. Si tu pouvais parler à Julien ou à son père, une seule introduction, un seul appel. L'audace m'a fait rire. Sec, sans humour. Alors maintenant je suis utile. Après que tu m'aies exclu de ton mariage, après que tu les aies laissés me traiter de problème pendant 30 ans, maintenant tu as besoin de moi. Les larmes ont rempli ses yeux. Je ne savais pas quoi faire. Je voulais juste que les choses soient parfaites. Mais je te jure, si tu nous aides, je l'ai la déglutie. Je convaincrai maman et papa de changer, de te donner enfin ce que tu mérites. Je me suis penché en avant, ma voix basse, chaque mot acéré. Tu n'as pas le pouvoir de me donner ce que je mérite. Tu ne l'as jamais eu, et tu ne marchanderas plus jamais mon existence comme une monnaie d'échange. Son visage s'est décomposé. Un instant, j'ai cru que je pourrais ressentir de la pitié, mais tout ce que j'ai ressenti, c'était une libération. Je me suis levé, enfilant mon manteau. Tu as choisi ton monde parfait sans moi. Vis dedans. Elle a tendu la main comme pour m'arrêter, mais je suis parti, le son de ses sanglots étouffés me suivant dans la nuit. En rentrant chez moi, la tempête ne s'était pas calmée. 2 messages vocaux attendaient. La voix de mon père, sèche, autoritaire, Chloé, ce cirque a assez duré. Laisse-nous assister à ton mariage. Nous pouvons restaurer le nom de la famille. Le second, celui de ma mère, mielleux, ma chérie, réfléchis bien. Les familles peuvent guérir si tu les laisses faire. Ne gâche pas cette chance. J'ai appuyé sur supprimer pour les deux, mon pouce stable. Plus tard, pendant que Julien et moi mangions des plats à emporter sur le canapé, je lui ai tout raconté. Il a écouté en silence, ses yeux ne quittant jamais les miens. Quand j'ai eu fini, il a posé sa fourchette et a dit simplement, ils t'ont prise pour un levier. Mais tu n'es pas un levier, Chloé. Tu es libre. Les mots ont coulé profondément, apaisant une partie de moi encore à vif. 2 nuits plus tard, la tempête est venue à ma porte. Un coup sec et insistant a fait trembler la porte. Je l'ai ouverte pour trouver mes parents debout là, leurs manteaux serrés contre le froid, les visages tirés. Le ton de mon père était mesuré, mais ses yeux brûlaient. Chloé, ça suffit. Il faut qu'on parle. J'ai croisé les bras. Parlez. Il a jeté un regard à ma mère avant de continuer. La presse nous détruit. Si tu nous permets d'être présents à ton mariage, publiquement, visiblement, nous pouvons tous sortir de ça avec dignité. J'ai failli rire. La dignité. C'est ce qu'il voulait sauver.
pas moi. Pas les 30 ans de silence et de mépris. Sa dignité. Vous ne demandez pas à faire partie de mon mariage, ai-je dit, la voix calme. Vous me demandez de réparer votre réputation. Ma mère s'est avancée, les yeux brillants, la voix tremblante dans son style bien répété. Chloé, s'il te plaît, nous t'aimons. Les gens pardonneront, mais seulement si tu nous laisses être à tes côtés. Ne laisse pas l'orgueil ruiner ceux qui restent. J'ai secoué la tête. L'amour n'efface pas quelqu'un. L'amour ne le catalogue pas comme un fauteur de troubles. L'amour ne le vend pas pour les apparences. La voix de mon père s'est durcie. Tu fais une erreur. Je me suis redressé, les épaules carrées. Non. Pour la première fois, je n'en fais pas. Leurs visages se sont figés, fragiles et pâles. Pour une fois, ce n'était pas moi qui suppliais. J'ai fermé la porte. À l'intérieur, l'appartement était silencieux, à l'exception du battement de mon cœur. J'ai pressé mes paumes contre le bois, respirant profondément. Des années à me plier, à me briser pour correspondre à leur version de moi, se sont terminées à ce moment-là. Quand je me suis retourné, Julien était là, stable comme toujours. Il m'a prise dans ses bras. Tu l'as fait, a-t-il murmuré. Tu as enfin tracé la ligne. J'ai enfoui mon visage dans son épaule, les larmes coulant. Mais ce n'étaient pas les vieilles larmes de désespoir. C'étaient les larmes de quelqu'un enfin libre. Plus tard, seul près de la fenêtre, j'ai regardé les lumières de la ville scintiller contre le ciel sombre. Mon téléphone a de nouveau vibré avec leur nom, mais je n'ai pas bougé. J'ai seulement murmuré à mon reflet. Ils ont dit un jour que je n'aurais jamais un mariage heureux. Bientôt, le monde entier verra à quel point ils avaient tort. Le soleil descendait bas sur le vignoble de Bordeaux, peignant les vignes d'une brume dorée. Alors que les invités commençaient à arriver au château Rousseau, des rangées de voitures noires serpentaient sur la colline, les phares clignotant comme des lucioles, déversant des hommes en smoking et des femmes en robe qui scintillaient sous les derniers rayons du jour. L'air sentait la rose et le champagne, portés par une douce brise. Derrière les portes en chêne sculptées du manoir, j'ai pressé mes mains contre la soie de ma robe pour les calmer. Le corsage en dentelle m'enserrait comme une armure, la longue traîne ivoire glissant sur le sol en marbre poli. Dans le miroir, une femme me regardait en retour, qui ressemblait à peine à l'ombre à qui on avait dit qu'elle ne se marierait jamais, qu'elle n'appartiendrait jamais. Prête, a demandé Julien, entrant dans la pièce, son costume bleu marine tranchant sur la lumière des bougies. Ses yeux se sont adoucis en me voyant. J'ai hoché la tête, bien que ma gorge soit nouée. Plus que prête. Quand les portes se sont ouvertes, un silence est tombé sur la foule. Les appareils photo ont crépité instantanément, la lueur des lustres se déversant sur la terrasse. Mamie Odette était assise au premier rang, les mains jointes sur sa poitrine, des larmes coulant déjà sur ses joues. Tante Marguerite s'est penchée pour lui tapoter l'épaule, souriant fièrement. Émilie et Clémence ont fait un signe discret depuis derrière leur téléphone, leur joie incontrôlable. J'ai avancé, chaque pas stable, mon cœur battant au rythme de la musique. Pour une fois, chaque regard sur moi ne jugeait ni ne rejetait. Ils honoraient. À l'hôtel, Julien a pris mes mains, son sourire manquant comme il l'avait toujours fait. Sa voix était ferme et inébranlable. Je te choisis, Chloé. Pas pour les apparences, pas par convenance, mais parce que tu es mon foyer. Les larmes ont brouillé ma vision, mais ma voix est sortie forte. On m'a dit que je n'aurais jamais un mariage heureux, que personne ne voudrait de moi. Mais en me tenant ici avec toi, je sais que c'était un mensonge. Tu es ma preuve. Les mots de l'officiant se sont estompés dans le flot d'applaudissements qui a éclaté lorsque nous avons été déclarés mari et femme. Julien m'a embrassé, longuement et sûrement, et le son des applaudissements a rugi dans la salle. Des feux d'artifice ont crépité à l'extérieur, illuminant le ciel du vignoble en éclats d'argent et d'or. Mais au-delà des grilles, invisibles pour la plupart, je savais qu'ils étaient là. Mes parents et Amélie étaient arrivés, vêtus de leurs plus beaux atours, exigeant d'entrer. La sécurité les a repoussés et ils sont restés debout dans le crépuscule, forcés de regarder de loin notre cérémonie diffusée en direct sur des écrans à l'intérieur. La voix de ma mère, aiguë de désespoir, portait faiblement à travers l'allée de gravier. Ça aurait dû être nous. La mâchoire de mon père s'est contractée, le visage rouge. Elle nous humilie exprès. Mais il n'y avait rien à faire. Pour la première fois de ma vie,
le pouvoir était le mien. À l'intérieur, la célébration a pris de l'ampleur. La salle de bal brillait sous les lustres, de longues tables bordées de nappes ivoires, de guirlandes de verdure et de verres pétillants de champagne. La musique s'est élevée alors que la première danse commençait. Julien m'a conduite au centre, la foule formant un cercle autour de nous. Sa main à ma taille, son regard fixé sur le mien. Je bougeais avec une légèreté que je n'avais jamais connue. Autour de nous, des amis applaudissaient au rythme. Tante Marguerite rayonnait, mamie Odette tamponnant ses yeux avec un mouchoir en dentelle. Alors que la dernière note s'attardait, les applaudissements ont secoué la pièce. Puis l'animateur s'est avancé, un micro à la main. Mesdames et messieurs, nous avons une annonce spéciale ce soir. Le projecteur s'est allumé, projetant sur le mur du fond. Une couverture de magazine glacé est apparue, fraîchement imprimée. Forbes. La faiseuse d'histoire qui a conquis l'amour et le pouvoir. La couverture montrait Julien et moi, main dans la main, sous l'arche du vignoble. Sourire stable, le diamant à mon doigt brillant sous le soleil. Des halètements ont parcouru la salle, suivis d'acclamations. Je me suis figé, fixant l'image. Moi, sur la couverture d'un magazine qui n'aurait jamais écrit mon nom, me définissant maintenant non pas comme l'échec de ma famille, mais comme une femme qui s'était élevée malgré eux. Les téléphones ont vibré dans toute la salle de bal alors que les invités textaient, tweetaient, postaient. En ligne, la nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre. L'histoire de la fille oubliée devenue l'épouse d'un milliardaire a enflammé les flux. Et puis mon téléphone a vibré encore et encore. Je l'ai sorti de ma pochette, l'écran s'allumant si vite que je pouvais à peine lire les noms. Mon père, ma mère, Amélie. 55 appels manqués empilés les uns après les autres, les notifications affluant comme une inondation. J'ai fixé l'écran lumineux, mon reflet faible dans le verre. Et pour une fois, je n'ai pas ressenti la douleur familière d'être exclu. Je me sentais libre. J'ai posé le téléphone sur la nappe en lin, intacte, et je me suis retourné vers Julien. Sa main a trouvé la mienne, chaude et stable. Ils peuvent crier tout ce qu'ils veulent, a-t-il murmuré à mon oreille. Mais ce soir, c'est à nous. J'ai hoché la tête, le poids des années se levant alors que je laissais la musique m'envelopper. La lumière du lustre scintillait sur ma robe, sur son sourire, sur les visages de ceux qui m'avaient choisi, non par obligation, mais par amour. Je me suis penché contre Julien alors que la salle éclatait de nouveau de rire et de musique, les sons de la joie sonnant plus fort que chaque mot cruel que j'avais jamais entendu. Pour la première fois, j'ai ressenti ce que mon père avait juré que je ne ressentirais jamais. Je me sentais heureuse, et je savais que ça durerait. Le matin après le mariage, le monde avait l'air différent. La lumière du soleil se déversait par les fenêtres du château Rousseau, scintillant sur les coupes de champagne laissées sur les tables de banquet. La faible odeur de rose et de cire de bougie flottait encore dans l'air. Ma robe était suspendue avec soin dans le coin de notre suite, la traîne drapée comme une bannière de victoire. J'ai marché pieds nus jusqu'au balcon, téléphone à la main, et j'ai vu ce que je soupçonnais déjà, l'article de couverture avait explosé. De faiseuse d'histoire à épouse de milliardaire de la tech. Le titre hurlait de tous les grands médias. Notre photo sur les marches du vignoble avait été repostée des milliers de fois, disséquée, louée, commentée. Des étrangers que je n'avais jamais rencontrés me qualifiaient de résiliente, forte, inspirante. Pour une fois, mon nom n'était pas l'ombre de celui d'Amélie. C'était le mien, seul. Mais les éloges n'étaient pas unanimes. En faisant défiler, j'ai trouvé les autres voix, celles que je ne connaissais que trop bien. Le SMS sec de mon père. Tu as humilié cette famille. Réponds au téléphone. Les messages désespérés de ma mère. Comment oses-tu nous exclure? Tu nous as embarrassés devant toute la communauté. Le message vocal d'Amélie, larmoyant mais toujours aussi sec. Tu n'étais pas obligé de nous faire ça. J'ai posé le téléphone sur la balustrade du balcon, le vignoble s'étendant, infini et serein, devant moi. Ils ne comprenaient toujours pas. Rien de tout cela ne les concernait. Plus tard dans la journée, les retombées sont devenues plus claires. L'entreprise de Charles Lefebvre était en tendance pour toutes les mauvaises raisons. Les journalistes tournaient comme des vautours, se demandant si le scandale familial se reflétait sur son leadership. Un membre du conseil d'administration avait démissionné. Un client de longue date s'était retiré d'un contrat.
Pour un homme qui se souciait plus de sa réputation que de sa fille, c'était la blessure la plus vive. Hélène ne s'en sortait pas mieux. Son image soigneusement cultivée d'épouse gracieuse et de pilier de l'église s'est fissurée sous l'examen. Des captures d'écran de ses publications Facebook, celles me qualifiant d'égoïste et de dramatique, ont commencé à circuler à côté de photos de moi sur la couverture du magazine. Les commentaires en dessous étaient sans pitié. Quelle mère! Elle a effacé sa propre fille. Maintenant elle veut de la sympathie. Et Amélie, son nouveau mariage brillant avait déjà perdu de son éclat. La start-up de Daniel s'est effondrée sous le poids de dettes impayées, les investisseurs pointant l'instabilité familiale comme une raison de plus de se retirer. Leur manoir, acheté sur des promesses de succès, était maintenant en vente. J'ai observé tout cela se dérouler, non avec joie, mais avec un calme étrange et lourd. Le karma avait fait ce que je n'aurais jamais pu faire. Le soir, mon téléphone a de nouveau sonné. Cette fois, c'était un appel vidéo. Contre toute logique, j'ai répondu. Leurs visages sont apparus, tous les trois ensemble. Les yeux de ma mère étaient rouges, la mâchoire de mon père serrée. Amélie, pâle et tirée. Un instant fugace, j'ai vu le portrait de famille que nous aurions pu être si les choses avaient été différentes. Mais alors mon père a parlé. Chloé, dit-il sèchement, ça suffit. Cette querelle nous détruit. Si tu nous réintègres, si tu nous laisses apparaître à tes côtés, nous pourrons sauver ce qui reste. J'ai ri doucement, secouant la tête. Voilà. Pas un mot d'amour, juste la réputation, juste sauver les apparences. Ma mère s'est penchée en avant, sa voix tremblante. Nous t'aimons, ma chérie. Les gens peuvent pardonner, mais seulement si tu nous laisses être à tes côtés. Ne laisse pas l'orgueil ruiner ce qui reste de cette famille. J'ai senti Julien se placer derrière moi, sa main reposant sur mon épaule, silencieux mais stable. J'ai regardé dans la caméra, croisant leurs regards un par un. Vous n'avez pas seulement manqué un mariage. Vous avez manqué des années d'occasion, chaque concours d'orthographe, chaque bourse, chaque promotion. Vous m'avez insulté, exclu, catalogué comme un problème. Et maintenant que vous avez perdu le contrôle, vous vous attendez à ce que je vous le rende. Non. J'en ai fini. Les lèvres d'Amélie tremblaient. Chloé, s'il te plaît. Non, ai-je dit fermement. Tu as choisi ton camp quand tu étais dans cette salle de bal sans moi. Maintenant, je choisis le mien. J'ai mis fin à l'appel. Leurs visages ont disparu, remplacés par le reflet silencieux du mien. Un long moment, je suis restée assise là, le souffle court, le cœur battant. Puis Julien m'a prise dans ses bras. Tu l'as fait, a-t-il murmuré. Tu t'es enfin libérée. J'ai enfoui mon visage contre sa poitrine, les larmes coulant. Mais ce n'étaient pas les vieilles larmes d'invisibilité. C'étaient de nouvelles larmes de libération. Plus tard cette nuit-là, j'ai appelé Mamie Odette. Elle a décroché à la première sonnerie, sa voix chaude même à travers les grésillements. Oh, ma chérie, j'ai vu les photos. Tu étais radieuse. J'ai dégluti, la gorge nouée. Mamie, ils ont appelé. Ils voulaient que je les laisse revenir. Elle a soupiré. Le genre de soupir qui portait des décennies de sagesse. La famille, c'est ceux qui sont là, Chloé. Pas ceux qui exigent une place quand ça les arrange. Tu as trouvé la tienne maintenant. Ne l'oublie pas. J'ai fermé les yeux, laissant ces mots m'imprégner. Elle avait raison. Ma famille n'était pas celle qui avait essayé de m'effacer. C'était celle qui se tenait à mes côtés sans condition. Julien, mamie, tante Marguerite, mes cousines, mes amis. Quand j'ai raccroché, je suis retourné sur le balcon. Le ciel nocturne s'étendait, large, les étoiles scintillant comme des promesses au-dessus. En bas, les vignes bruissaient doucement, stables et enracinées, tout comme je me sentais enfin. Mon père a dit un jour que je n'aurais jamais un mariage heureux. Ce soir, en glissant ma main dans celle de Julien et en sentant la bague briller sous la lumière des étoiles, je savais qu'il avait eu tort depuis le début. J'avais non seulement un mariage, mais une vie de mon propre choix, et c'était quelque chose qu'il ne pourrait jamais me reprendre. 3 semaines après le mariage, le château Rousseau était de nouveau calme, ses jardins ne bourdonnant plus de photographes ou d'invités, mais vivant du son plus doux des chants d'oiseaux et du bruissement des feuilles. J'étais assise sur la balançoire du porche avec une tasse de thé, l'air matinal frais,
regardant la lumière du soleil se déverser sur les vignobles. Le monde avait changé depuis ce jour. Pourtant, ici, enveloppé de silence, je ressentais quelque chose que j'avais poursuivi pendant des années, la paix. À l'intérieur, le rire de Julien flottait faiblement depuis la cuisine alors qu'il se disputait avec tante Marguerite pour savoir quelle recette de tarte méritait la place d'honneur au prochain dîner de famille. Émilie et Clémence étaient affalés sur le canapé avec des échantillons de tissu pour les décorations de Noël, bavardant avec enthousiasme. Mamie Odette était assise dans le fauteuil le plus proche du feu, son châle drapé sur ses épaules, son sourire doux en regardant la pièce. Pour une fois, chaque visage qui m'entourait était un visage qui me voulait là. Je suis rentré, posant ma tasse. « Qu'est-ce que c'est que tout ça ?» ai-je demandé, amusé. Émilie a souri. Nous planifions le premier Thanksgiving officiel Lefebvre-Rousseau, moins la branche toxique de l'arbre. Clémence a gloussé. On pourrait même surpasser le décor du mariage d'Amélie. Pas de soie, juste des guirlandes lumineuses et des tartes. Leurs rires ont rempli la pièce, et je les ai laissés m'envahir. Pendant des années, les rassemblements avaient été des champs de mine où j'attendais la prochaine remarque cinglante, le prochain rejet. Maintenant, l'air était léger, authentique. Plus tard, quand les cousines sont parties et que Marguerite s'est emmitouflée dans son manteau, je suis resté avec mamie Odette près du feu. Elle a pris ma main, ses doigts chauds et parcheminés. Ma chérie, je ne crois pas t'avoir jamais vu briller comme ça. Les larmes me sont montées aux yeux. Je ne pensais pas que c'était possible. Pendant si longtemps, j'ai cru que la famille, c'était ceux qui me faisaient du mal. Sa poigne s'est resserrée. La famille, c'est ceux qui sont là. Et regarde-toi maintenant, entouré de gens qui te voient, qui te choisissent. Ne doute plus jamais de ça. Ce soir-là, Julien et moi avons organisé un petit dîner avec quelques amis proches. Des bougies vacillaient sur la table, l'odeur de poulet rôti et de romarin remplissant l'air. Alors que les assiettes étaient débarrassées, Julien s'est levé, un verre à la main. « Je veux porter un toast », a-t-il dit, sa voix ferme mais pleine de chaleur. Son regard a trouvé le mien à travers la table. À Chloé. Elle m'a montré, et je pense à nous tous, que la force ne consiste pas à crier le plus fort ou à se plier pour correspondre au moule de quelqu'un d'autre. C'est de se tenir debout même quand les gens les plus proches de vous essaient de vous abattre. Elle n'est pas seulement ma femme. Elle est ma partenaire, mon égale, ma preuve que l'amour l'emporte sur la cruauté. La pièce a éclaté en applaudissements. Mes joues brûlaient, mais mon cœur se gonflait. Pour la première fois, les mots à mon sujet n'étaient pas acérés ou dédaigneux. Ils étaient fiers, respectueux. Après le dîner, je me suis éclipsé sur le balcon. L'air de la nuit était frais, légèrement parfumé à la lavande. Je me suis appuyé contre la balustrade, laissant le calme s'installer. Mon téléphone a vibré dans ma poche. Un autre message d'Amélie. Si je change vraiment, me donneras-tu une chance ? Un jour. Je l'ai fixé un long moment, le cœur lourd mais stable. Je n'ai pas répondu. Le pardon, peut-être un jour, mais pas aujourd'hui. Pas tant que la blessure était encore à vif. Ce soir ne les concernait pas. Il concernait la vie que je construisais sans leur approbation. Julien m'a rejointe, passant un bras autour de ma taille. « À quoi penses-tu » Je lui ai montré le message, puis j'ai posé le téléphone face contre la balustrade. Je n'ai pas besoin de répondre. Pas maintenant. Il a embrassé ma tempe, murmurant. Exactement. C'est notre histoire, pas la leur. Les étoiles scintillaient au-dessus, infinies et indifférentes au chaos en bas. J'ai pensé à toutes les années où les mots de mon père m'ont hanté. Tu n'auras jamais un mariage heureux. Ce soir, avec le bras de Julien autour de moi et les rires de nos amis résonnant à l'intérieur, je savais que la malédiction avait été brisée bien avant. En allant me coucher, j'ai ouvert mon journal et j'ai écrit « La famille n'est pas le sang. La famille, c'est l'amour donné librement, le respect mérité et l'appartenance choisie. » À ceux qui m'écoutent maintenant, je veux dire ceci. Si on vous a déjà dit que vous n'étiez pas assez, si vous avez déjà été rejeté ou réduit au silence par ceux qui auraient dû vous chérir, souvenez-vous que vous avez le droit de choisir qui mérite votre cœur. Vous n'êtes pas ce qu'il vous appelle. Vous êtes ce que vous construisez, ce que vous aimez, ce pourquoi vous vous battez.